Bonsoir, dans quelques heures va s'achever le mois d'octobre 2025. Nous sommes le 31 octobre, un mois marqué au Cameroun par l'élection présidentielle, celle du 12 octobre, la proclamation officielle des résultats le 27 octobre, et puis une semaine folle partagée entre ceux qui célébrait la victoire du président Paul Biya avec 53,66%, mais également ces manifestations qui au commencement étaient celles de la contestation des résultats, et puis finalement on aura enregistré des actes de vandalisme, de banditisme, de barbarie, mais également d'atteinte à l'intégrité humaine, à l'atteinte, on va le dire également, aux droits humains. Une semaine folle qui s'achève quand même avec une relative accalmie, notamment ici à Yaoundé et quelque peu à Douala, dans la capitale économique du Cameroun, de bon augure pour les jours à venir. Notre invité ce soir n'a pas participé directement à l'élection présidentielle, bien qu'ayant marqué l'actualité à la veille de cette élection présidentielle par la mise en place avec plusieurs autres formations politiques d'un groupe dénommé NFP, Nouvelle Force Politique, qui propose une alternative avec une vision d'une nouvelle génération dans la politique au Cameroun. Le coordinateur national est président d'une formation politique d'ailleurs qui nous plonge avec son parti politique dans cette vision de la nouvelle génération. Son parti, c'est l'ANG, Alliance Nouvelle Génération. Docteur Ngaketia Armand est là ce soir. C'est lui qui a la parole pour vous, avec vous ce soir. Docteur, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Monsieur Jean-Jacques Zé. Je suis très honoré de l'invitation que vous m'avez faite. Je suis tout à fait aise d'être sur ce plateau qui est souvent réservé à des gens qui ont la parole franche. Et je pense que je partage effectivement ce type de personnalité-là, la parole franche. D'accord. Vous vous considérez comme un homme politique, un opposant, un proposant? Vous vous considérez comment vous-même? Alors, homme politique, c'est une définition qui est générale. Oui. Au Cameroun, on veut catégoriser les gens. On voudrait que les gens soient alliés au parti au pouvoir, donc au parti qui gouverne, ou alors soit encartés dans un parti dit d'opposition. Et à ce moment, on consacre ce type de statut en tant qu'opposant. Je ne me définis pas comme un opposant, parce que pour moi, opposant n'a pas de sens. Dans un pays, il s'agit de mettre ensemble des forces, de mettre ensemble des visions. C'est-à-dire que si, par exemple, au sein de l'ANG ou au sein de la NFP, nous avons une vision claire de qu'est-ce qui peut être le Cameroun de demain, si nous nous rangeons dans une certaine opposition éternelle, il va de soi que les idées que nous avons ne vont jamais apparaître au jour. Je vous prends un exemple qui est très simple. Nous avons une idée ou un projet ou un programme qui peut permettre de résoudre le problème du chômage. Je vais dire ça comme ça de manière générale. Et nous l'avons, on l'a dans nos tiroirs ou dans notre projet tout à fait écrit, ou on l'a entre nous dans nos têtes. Et on s'attend à ce qu'on soit au pouvoir pour pouvoir l'implémenter. Et si donc on a un régime comme celui-ci qui a fait 40 ans et qui est capable de faire encore 40 ans, voyez-vous qu'au-delà de 10 années, vos propositions, les méthodes que vous aviez qui pourraient permettre de résoudre le problème deviennent obsolètes parce que la société évolue et les choses changent. Donc il n'est pas question de se ranger dans l'opposition au sens classique du terme. Il est question de rentrer dorénavant dans ce qu'on appelle simplement la gouvernance. Et nous sommes donc des partis de gouvernance. Je suis un parti de gouvernance. L'Alliance Nouvelle Génération est un parti de gouvernance. Vous arrivez au moment où il y a quand même une flopée de partis politiques au Cameroun. Votre proposition, elle est singulière en quoi? On parle d'abord de l'ANG, avant de parler justement de la nouvelle force politique. Alors, nous avons notre site internet qui a un programme très très clair. Nous avons un programme qui repose sur chaque catégorie de la société. Nous prenons les orphelins. Notre programme n'est pas compliqué. Nous avons les orphelinats. Nous faisons passer une loi à l'Assemblée nationale qui permettra d'obtenir pour chaque orphelinat une carte spéciale. Cette carte spéciale est négociée avec le ministère de la Santé pour permettre à tous les orphelins de bénéficier de soins primaires immédiats. Pas de carnet de consultation, tout de suite quand il y a une urgence, tout de suite doivent être prises en charge, sans carnet d'assurance, sans carnet de consultation et autres. La même carte doit pouvoir permettre à ces enfants-là, pour les orphelinats,
de bénéficier d'un certain nombre de supermarchés, des facilités, donc des réductions sur un certain nombre de produits de première nécessité. Ça, c'est quelque chose que nous devons voir au niveau de l'Assemblée nationale, avec plusieurs ministères. Le ministère de la Santé, le ministère des Affaires sociales et autres. Ça, c'est par exemple un programme, une idée phare que nous avons pour les orphelins. Si je prends une autre catégorie, je prendrai les femmes veuves. Il y a la question du foncier. Comment on fait en sorte que les femmes qui malheureusement à un moment perdent leur époux, mais n'ont pas droit parfois au titre de propriété, vont se faire parfois expulser dans des maisons. Il faut faire passer une loi au niveau de l'Assemblée nationale. Nous avons pour chaque catégorie, que ce soit les élèves, que ce soit les étudiants, que ce soit les forces de maintien de l'ordre, que ce soit les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, toutes les catégories de la société, les travailleurs des métiers spécialisés, on a un programme spécifique. Quand vous êtes à Douala, vous rencontrez dans une rue qui est très célèbre, qui est le Carrefour Maçon, vous rencontrez plusieurs personnes de métiers spécialisés, des maçons, des peintres, ainsi de suite. Pourquoi pas mettre en place un syndicat avec ces gens? Un syndicat qui va homologuer l'ensemble des activités qu'ils ont et qui permettront dans ce syndicat d'avoir des commissions par secteur. Ces commissions vont avoir à la tête un responsable ou un président. Et nous allons travailler avec eux pour pouvoir mettre en place des formations qui leur permettent d'être à jour. Quand on a un peintre qui va aller dans une maison ou un électricien qui va proposer un câble dont le millimétrage n'est pas convenable pour le type d'habitation. Et après, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il y aura une tension électrique et malheureusement, il va y avoir un incendie. D'accord. Qui est responsable? Vous venez donc avec des propositions concrètes. Tout à fait. Faire la politique autrement. Mais lorsque vous appelez votre parti Nouvelle Génération, c'est génération par rapport à vos propositions, par rapport à ceux qui ont été là avant, vous pensez qu'il faut déjà tourner la page, il faut une nouvelle classe politique? Il faut absolument dans notre pays une nouvelle classe politique, que ce soit au niveau de la classe dirigeante, que ce soit au niveau de ce qu'on appelle l'opposition classique. Il faut absolument. Et c'est ce que le peuple a indiqué lors des élections précédentes. C'est ce que le peuple défend. Dans les rues, il ne crie que ça. Nous voulons de nouvelles forces. Nous voulons de nouvelles personnes. Sauf que ce peuple-là n'a pas voté forcément. Les deux premiers ne sont pas de nouvelles personnes. Oui, mais écoutez, c'est la voix du peuple, c'est le choix du peuple. Mais qu'est-ce qui a été proposé? Il y a eu plusieurs candidats. Voyez-vous, nous sommes, je crois avoir soutenu le candidat Iram Samuel Iyodi, qui fait partie justement de cette approche de la nouvelle génération. Mais il n'est pas que seul. J'ai eu à soutenir plusieurs autres candidats, Espoir Matomba et ainsi de suite, et Joshua aussi, qui font partie de cette approche générationnelle-là. Mais les citoyens ont un problème et sont préoccupés par une chose. Ils veulent des gens qui soient capables d'être à leur service. C'est exactement ce que les citoyens, c'est ce que le peuple demande. Le peuple a l'impression qu'il y a des gouvernants qui sont là depuis des années, mais qui ont toujours été là pour leur propre intérêt. C'est à peu près ce qu'ils renvoient dans ce qui se passe aujourd'hui. Mais la nouvelle génération implique forcément ce qu'on appelle génération d'autre chose. Donc générer autre chose. Et c'est pour ça que vous voyez, nous avons un programme précis. Nous voulons générer des choses différentes. J'ai dit, vous me donnez la mairie de Douala, je ne souhaite pas être maire, c'est pas dans mon projet politique, mais je dis simplement que nous pouvons même proposer ce programme-là que nous avons au niveau de la mairie de Douala. Je vous ai dessiné le tracé pour un tramway. Je connais exactement le montant pour faire un tramway. On a dessiné. Je peux le donner, je peux le confier en tant que parti politique au parti qui actuellement gouverne. Vous voyez, c'est à peu près ça l'approche de la nouvelle façon de faire la politique. C'est pas de rester avec ses idées. Parce que pour avoir une bonne idée, vous pouvez être quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, vous avez beaucoup voyagé, vous avez des idées qui sont innovantes, vous pouvez les mettre au service de ceux qui gouvernent. Parce que si ces gens, vous êtes prêts à le faire. On est prêt, on est disposé. C'est ça la nouvelle approche. Même avec ceux qui sont aux affaires là aujourd'hui, qui ne sont pas forcément de nouvelle génération. Non, la nouvelle génération, c'est pas les jeunes. Ouais. On n'a pas un programme de jeunisme. La nouvelle génération, c'est des gens qui pensent autrement, différemment, qui veulent impulser autre chose, qui veulent passer à autre chose. C'est bien entendu, c'est des personnes qui veulent innover dans les approches politiques, dans les façons de solutionner les problèmes préoccupants des gens. Parce que les Camerounais ont des problèmes qui sont très simples. Oui. Vous pouvez rester là longtemps, c'est pas leur problème. Leur problème, c'est comment vous les gouvernez. Tout est au niveau de la gouvernance.
Alors, on fera le pont tout à l'heure entre votre parti, l'Alliance Nouvelle Génération, et la nouvelle force politique qui est née au mois de septembre 2025. Mais puisqu'on est là et que l'actualité s'impose à nous, il y a ces manifestations depuis lundi pratiquement. Comment vous les comprenez? Quelle est la lecture que vous faites de tout ce qui se passe? Notre lecture, elle est celle de tout bon citoyen camerounais. Ce que nous observons est tragique pour notre pays. C'est une tragédie de la démocratie. Les citoyens ont émis des votes. Ils ont dit, ils ont manifesté après l'élection. Le vote s'est bien déroulé dans l'ensemble. Mais après, vous avez commencé à comprendre qu'il y a des contestations, surtout au niveau des réseaux sociaux. Il y a eu beaucoup de chiffres, il y a eu des pronostics à la limite, et finalement on a eu un verdict qui a été prononcé récemment par le Conseil constitutionnel. On s'en tient à ça. Oui. Le fait est là. C'est que le président sortant, parce qu'il n'est pas encore, il a été élu, mais il n'est pas encore le nouveau président de la République. C'est toujours le président sortant. Le président sortant, M. Paul Biya, a été en tout cas réélu. Déclaré élu. Déclaré élu par le Conseil constitutionnel, qui dans notre approche politique ne devrait pas être un organe qui bénéficie d'un décret présidentiel. Avec notre approche, les membres du Conseil constitutionnel vont être élus. Par qui? Par le peuple. Par le peuple. Par le peuple. Un mandat défini 5 ans. Ça veut dire qu'en fait... Par le peuple, c'est le gage de la crédibilité de cette institution. Tout à fait. Vous savez qu'une majorité peut être dangereuse aussi, lorsque vous avez un mandat juridictionnel. Ça veut dire simplement qu'après 5 ans, ils peuvent être changés. Ça veut dire également qu'ils ne seront pas dépendants du pouvoir exécutif. Oui. Voilà. Et c'est pas le résultat a été rendu public, oui. Mais ces manifestations. Les manifestations sont là. Il y a des gens qui estiment effectivement qu'ils ont fait un choix. Ceux qui ont voté, il y en avait 12 candidats. Il y a des citoyens camerounais qui estiment qu'ils ont fait un choix majoritaire. Ils ont la légitimité de réclamer ce choix-là. S'ils estiment qu'ils ont... Par quels moyens? Non, on vient. Oui. S'ils estiment qu'ils ont fait un choix majoritaire et que ce choix-là n'est pas respecté, déjà, il faut prouver que ce n'est pas respecté. Pour le prouver, il faut des procès-verbaux. Et donc, la plupart des candidats qui étaient à l'élection présidentielle devraient, au minimum, avec leurs militants, mettre en place, en tout cas, présenter les procès-verbaux. Ce qui permettra au moins de limiter ce qu'on peut avoir comme sortie et casse aujourd'hui. Parce que si chaque candidat est capable de présenter ses procès, il fait juste après il peut faire une rencontre extraordinaire, un congrès extraordinaire, ou bien une rencontre simplement extraordinaire, où il va présenter justement officiellement à la presse ses procès-verbaux. C'est possible également. Mais les gens qui sortent et qui ont manifesté une certaine violence ne le font pas seulement parce qu'ils ont l'impression qu'il y a un vote qui a été volé, ou qu'il y a un choix qui a été corrompu, ou qui a été simplement déjoué ou détourné. Voyez-vous, les gens qui sont sortis n'ont pas clamé seulement « nous voulons tel ». On pense qu'il a gagné, c'est lui qui a d'ailleurs gagné. Mais vous êtes rendu compte qu'il y a plusieurs manifestants qui se sont simplement rués vers les commerces et ainsi de suite. Ça veut dire que le fond du problème n'est pas qui a gagné, c'est qu'est-ce que nous vivons. On revient dans les questions de gouvernance. Tout à fait. Les gens se disent, mais on aura 7 ans encore supplémentaires dans ça. C'est pour ça que les gens sortent. C'est pour ça que les gens sont exaspérés. C'est pour ça que les gens font des casses. Parce que les gens se posent la question, 7 ans encore, mais ça va être 7 ans de misère. C'est un message fort. Pour moi, je dirais au gouvernement, ce que vous observez, au-delà d'une revendication d'un candidat dont on prétend qu'il a gagné, au vu de ce que les militants estiment qu'ils ont voté massivement, mais au-delà de ça, c'est un message fort que les citoyens, que le peuple camerounais envoie au gouvernement et donc à son président de la République. Vous pensez que c'est le peuple qui s'exprime ainsi? Quelle est l'unité de mesure qui vous permet de dire que c'est le message du peuple? Non, c'est une frange de la population. Peut-être une frange qui est peut-être pas majoritaire, mais qui n'est pas forcément minoritaire. Ce sont des citoyens camerounais qui s'expriment. Ceux qui sont dans les rues, ce ne sont pas des Tchadiens.
Ce ne sont pas des Centrafricains, ce sont des Camerounais. Sauf qu'il y en a également. Il y en a des Centrafricains. Ça, je ne sais pas. Vous avez la preuve? Oui. Ah, vous avez vu les CNI des personnes? Oui, on a vu des preuves. Écoutez, c'est votre chance. Il y a des preuves. Je n'ai pas encore Il y a des vu. preuves. Par contre, en ce qui me concerne, je pense qu'il y a beaucoup de Camerounais, pour ceux que moi j'ai Oui, vu. on est d'accord là-dessus. Il y en a beaucoup de Camerounais qui estiment avoir voté un candidat. En l'occurrence, le président Issa Chiroma Bakary. Ils estiment avoir voté. Ils estiment qu'il aurait gagné les élections. Donc, légitimement, les gens sont portés à revendiquer cette victoire-là. Alors, de l'autre côté, il y a des institutions qui sont mises en place, qui font un travail. Mais il faut questionner la légitimité aussi de ces institutions. Nous sommes, votre point de vue compte là-dessus. Est-ce que vous êtes de ceux qui questionnent la légitimité de l'ECAMO du Conseil constitutionnel? Ça se questionne automatiquement. Ce n'est pas une question qu'on se pose, c'est évident. Il n'y a aucune personne qui est sérieuse qui ne peut pas questionner la légitimité, que ce soit de l'ECAM, que ce soit du Conseil constitutionnel. Pourquoi? À partir du moment où vous avez des membres qui sont nommés Oui. par décret. Comme aux États-Unis, les membres de la Cour suprême sont nommés aussi. Seulement la démocratie, c'est autre chose. Il y a des organismes qui sont aussi là, qui font l'arbitrage, qui sont capables justement d'empêcher effectivement. Ils sont nommés, mais il y a d'autres mécanismes. Dans notre pays, il n'y a qu'un seul mécanisme. Le seul mécanisme, c'est le même qui nomme. C'est le pouvoir exécutif. Dans le cas d'espèce, ce que je voudrais dire, c'est que ça va de soi. Et nous gagnerons, pour les générations à venir, pour la gouvernance qui doit se mettre en place. On gagne de renforcer nos institutions. Parce que ça ne plaît à personne de savoir, d'être Camerounais, nous qui sommes aussi présents à l'étranger. Ça ne plaît à personne qu'on nous dise et qu'on nous renvoie que mais vous les Camerounais, vous êtes forts. Hein? Comment vous pouvez avoir un conseil qui est nommé par quelqu'un, mais jamais personne ne va pouvoir, aucune personne au niveau du conseil ne va pouvoir un jour... bon, après les gens sont libres, mais c'est difficile. Je comprends la position de ces personnes-là. Mais au-delà de ça, il faut se questionner sur la véracité des urnes. Moi, je ne suis pas capable de vous attester ou de certifier que X ou Y aurait gagné cette élection. Ce que je vois qu'il y a une forte mobilisation. Pendant la campagne, il y a eu une foultitude de citoyens camerounais qui déferlaient vers un candidat qui s'appelle Issa Chiroma Bakary. Ce n'est pas forcément un candidat que j'adule politiquement, vous comprenez. Mais ce qui est un fait, c'est qu'il y a un constat. C'est que dans toutes les zones où on se retrouvait, que ce soit dans les médias quand on observait, que ce soit physiquement, on regardait les mêmes choses. Ça peut prêter à confusion, ça peut amener les gens à croire qu'effectivement, ce qui se fait dans les urnes reflète effectivement ce qui se faisait justement dans les rues et que nous observons. Est-ce que là, on n'est pas en train de faire une faute, connaissant les foules, la nature de ces foules, la réalité de ces foules? Si on transpose foule égale électeur, est-ce qu'on n'est pas en train de faire une mauvaise lecture? Là, on est capable de faire une mauvaise lecture, oui, parce que la foule n'est pas forcément l'électeur. La foule, c'est monsieur et madame tout le monde. La foule n'est pas forcément quelqu'un qui a une carte de vote, qui a une carte d'électeur. Mais je crois vous dire que cette foule-là fait foi. Cette foule-là est capable... foi, alors que... Non, pas le nombre. C'est ça la foule. La foule, c'est le nombre. Oui. Cette foule-là... Cette foule fera donc foi? Cette foule peut induire des électeurs en orientant leur choix de vote. Et je crois que c'est ce qui s'est fait. Maintenant, mais si en revanche le RDPC vous présente également ces nombreuses foules, non, on est mesure de faire 360 meetings à la même minute. J'ai été témoin aussi, parce que je dis ce que tout le monde a beaucoup plus vu. Vous savez, parce que le danger est celui de la perception. Quand on a des citoyens qui ont marre d'un régime, je vais prendre un simple exemple. Si vous êtes avec quelqu'un, que cette personne vous ne l'aimez pas, quel que soit ce que cette personne fait à côté de vous, vous ne regardez pas. Et c'est à peu près ce qu'on a observé. Mais l'analyste doit pouvoir regarder. Le fanatique peut ne pas regarder, mais l'analyste doit pouvoir regarder. L'analyse, c'est celle-ci, ou c'est celui-ci. On a des citoyens qui sont exaspérés par la gouvernance de notre pays, qui n'ont pas pris le temps d'observer ce qui se faisait avec le RDPC dans ces meetings. Moi, j'ai pris le temps de me balader un peu. J'ai eu le temps d'observer. J'ai vu les meetings de différents candidats. Je peux vous dire que autant le RDPC mobilisait pour ces meetings, et je peux vous dire aussi qu'ils ont des vrais militants. Les militants, ceux qui s'asseyent là-bas, dans leur espace et tout ça, ce sont des militants.
qui sont convaincus, qui vont voter et qui votent pour le Biya. Ça, c'est certain. De l'autre côté, on a également vu des foules. On ne peut savoir s'il y avait seulement des militants ou s'il y avait également des sympathisants ou des personnes qui n'ont pas de carte d'électeur. Mais une chose qui est certaine, c'est qu'il y a eu des mobilisations de part et d'autre. Il n'y a pas que ces deux candidats, il y a eu d'autres candidats qui ont mobilisé. À la fin... On a vu la vague orange aussi. À la fin, la vague orange. À la fin, ce qui compte, ce sont les procès-verbaux. Oui. Parce que c'est ce qui nous donne la véracité de ce qui s'est passé dans les urnes. Sans procès-verbaux, ni moi, je ne suis capable de vous dire que M. tel a gagné ou M. tel. Je me tiens ou je m'en tiens au verdict du Conseil constitutionnel. Aucune personne qui est dans les rues et qui va casser ne peut vous certifier que tel a gagné. Tant que vous n'avez pas les procès qui sont là devant vous, vous ne pouvez pas attester de ce qui a gagné. C'est une évidence. Dans cette grille de lecture, Monsieur le Président, vous dites qu'il y a ce mécontentement lié à l'impression qui anime ces manifestants-là d'avoir vu leur vote volé. Oui. Il y a également les questions de gouvernance. Les gens ont faim, ils n'ont pas d'emploi, ils n'ont pas d'occupation. C'est autant de choses qu'on peut lire derrière tout ce qui se passe. Même si on regrettera les casses et les morts d'hommes. De toutes les façons, on ne fait pas les omelettes sans casser les œufs. Ce qui se passe, malheureusement, dans notre pays est très grave. Les gens souffrent. Je vous assure, les Camerounais souffrent. Les Camerounais ont une fierté. Quand on dit que quelqu'un a une fierté, c'est quelqu'un qui ne manifeste pas sa souffrance. Le Camerounais va être bien vêtu. Il va aller dans des endroits somptueux. Il va faire des photos, il va envoyer. On n'aura pas l'impression, effectivement, que ce Camerounais-là, quand il va chez lui, c'est la misère. Quand il sort de sa maison, c'est la misère. Les Camerounais souffrent. Et il faut vraiment que notre gouvernement comprenne que... Est-ce que vous pensez que ce gouvernement-là a encore les moyens d'inverser la donne, de faire moins souffrir les Camerounais? Il y a une chance. Oui. Il y a une chance. Laquelle? Il y a une chance. Et cette chance-là est portée par la nouvelle génération. Je maintiens et je suis... Ah, elle n'est pas au gouvernement? Non. Le gouvernement, c'est pas encore étranger. Le gouvernement doit composer avec des gens qui incarnent une possibilité de changement dans ce pays. Vous voulez dire qu'au sortir de cette élection, il serait important pour le gouvernement d'ouvrir, d'avoir un gouvernement, par exemple, de l'âge ouverture qui intégrerait la nouvelle génération? Si le gouvernement n'ouvre pas, les citoyens n'ont plus confiance en personne dans ce gouvernement. Mais je ne veux pas dire que tout ce gouvernement est fait de personnes dont on ne peut pas avoir confiance. Moi, il y a des gens, il y a des ministres qui font partie du gouvernement que j'ai eu personnellement l'occasion de rencontrer, que j'ai côtoyé, pour lesquels il y a eu, je ne parle pas de service, je n'ai aucun contrat, rien du tout avec le gouvernement, je n'en ai pas besoin. Puis, il y a des choses pour lesquelles j'ai rencontré un certain nombre d'acteurs au niveau du gouvernement, et je peux vous dire, j'ai été très impressionné. J'ai été très impressionné. Je vais donner quelques noms pour que les gens n'aient pas l'impression que nous disons des choses. Mais en même temps, je n'attendrai pas que les citoyens me jugent par rapport à ça. Parce que de toutes les façons, pour moi, j'estime que ce sont des Camerounais comme tout le reste. Et il faut apprendre à comprendre exactement les gens, à la fois dans leur ambivalence. J'ai rencontré des ministres comme le ministre de l'administration territoriale. Et d'ailleurs, j'ai eu l'occasion, et je n'ai d'ailleurs offert le livre qu'il a publié récemment, c'est Paul Atangandi, c'est un livre. Je vous conseillerais. Vous savez ce que j'avais de 7 ans comme image, comme idée? Non, vous le prenez je vais vous dire. Pour le Moulinex. Non, Moulinex c'est autre chose. Moi, voici ce que j'avais comme idée. Oui. J'avais idée que voilà quelqu'un qui s'est retrouvé en prison, qui est un bandit, et qui est sorti de la prison, que le président de la République a sorti de la prison pour nommer ministre. Voilà exactement ce que je savais de ce monsieur. Jusqu'à ce que je lise son livre et que je découvre des choses extraordinairement, je vous assure, que les gens qui critiquent, que les gens qui accusent, il a des mots, sans doute, ça fait partie de son environnement, et bien sûr, quand on dirige les Camerounais, on doit savoir être aussi ferme. On ne peut pas diriger les Camerounais en étant souple, c'est pas possible. Pour diriger les Camerounais, il faut être radical. Il faut être intransigeant. C'est automatique. Mais je vais vous dire, le ministre Atangandi est resté constant, a toujours été constant dans l'amour qu'il a pour le Cameroun. Son discours a été toujours constant. Depuis 93, même avant 93,
90, même avant 90, 80, 88, son discours a toujours été constant. J'invite les Camerounais peut-être à découvrir ce livre-là, parce que moi, à partir de ce livre, j'ai découvert qui est ce monsieur. Est-ce que vous savez que c'est monsieur Atangandi? Je ne suis pas son ventriloque ou son porte-parole. Je n'ai pas de relation personnelle avec lui et je n'en ai pas besoin. J'ai rencontré quelqu'un qui me semble être un Camerounais comme nous voulons. Au-delà de ses propos, au-delà de comment se déplacer, mais je dis, on en a besoin dans notre pays. Il faut du dirigisme. Mais est-ce que vous savez que dans les années 2000, il y avait déjà des problèmes avant 2000, il y avait des problèmes entre l'Africafoot et le ministère des Transports et le ministère du Sport. Des Sports. À l'époque du coach Jules Nyonga, le Cameroun était en difficulté, l'équipe nationale était en difficulté. Et le coach, sur les antennes de la CATV, a passé un SOS. Il avait besoin d'argent et d'équipements parce que les joueurs ne pouvaient pas, ne tenaient pas. Il devait aller justement pour préparation pour la CAN au Nigeria. C'est le ministre Atangandi. Il n'était pas ministre. Il n'était pas ministre à l'époque. Comprenez, c'est un homme d'affaires. Le lendemain, il a appelé Jules Nyonga, il a retrouvé au stade, je pense que c'est au Omnisport, il leur a apporté des équipements et a remis une somme de 10 millions de francs CFA pour la préparation. Ils se sont préparés malgré tout avec ces petits moyens-là. Ils ont passé les barrages, ils sont allés à la CAN et ils ont remporté la CAN. Combien de Camerounais savent ça? Je peux vous donner autant d'exemples qu'il a fait. Il fait partie des premiers jeunes hommes d'affaires camerounais à faire des dons à l'État dans les années 88, 88, 87, 88. Une ambulance, oui. Tout à fait. Donc ça, les Camerounais doivent savoir. Ce sont des faits. Je ne défends pas. Je dis les faits. Je vous accompagne sur ces faits-là. Okay. Donc vous dites que dans ce gouvernement, il y a quand même des gens... Il y a le ministre des PME. Il y a le ministre du Commerce. King 3, Luc Magoulam Bargaton. Il y a le ministre de l'Enseignement supérieur. Jacques Famdongo. Après tout ce qu'on peut dire, chacun peut dire ce qu'il veut. Mais je ne dis pas, écoutez très bien, mon approche, vous écouter là-dessus. Mon approche n'est pas. Moi, depuis le début de cette semaine, je fais un peu. Mon approche. Une parade des ministres les plus vomis ou les plus aimés. Mon approche n'est pas celle de quelqu'un qui a bénéficié d'un quelque avantage. Ceux qui me connaissent savent que je ne suis pas un homme qui bénéficie d'avantages. Je suis un homme qui se bat pour gagner ce qu'il a. Je vous dirai clairement que ce que j'ai vu, je vais le dire rapidement, peut-être en ce qui concerne le ministre de l'Enseignement supérieur, j'ai vu quelqu'un qui travaille. J'ai vu quelqu'un qui n'a pas de protocole. Pour une situation très complexe, il faut simplement le rencontrer. Si vous avez la chance de le rencontrer, parfois ce sont ceux qui sont autour qui bloquent tous ces ministres-là. C'est des gens diligents. J'ai vu un ministre, qui est le ministre d'État, qui a signé un document concernant un IPES. C'est pas qu'il me donnait un IPES. Non. C'est une procédure normale où certaines personnes n'ont pas forcément eu la chance de bénéficier de ça, simplement parce qu'elles ont été peut-être bloquées au niveau de ceux qui sont... Les gens qui veulent gagner quelque chose. Il a signé juste le document, on était dans un restaurant au Mont-Fébé. La diligence, il m'a dit, c'est comme ça que nous voulons travailler. Nous voulons être diligents. On le fait tout de suite, on se libère. J'ai rencontré plusieurs autres ministres comme ça. Maintenant, après, il y a beaucoup de dossiers qui traînent. Il y a des gens qui sont dans des difficultés. Je pourrais vous parler d'autres organismes, d'autres organisations et institutions au Cameroun où j'ai vu des miracles. Mais ce n'est pas la faute toujours de ceux qui dirigent. C'est la faute de ceux qui sont là, qui travaillent, qui vont parfois bloquer des dossiers, qui vont parfois bloquer des audiences, qui vont parfois vous dire que le ministre n'est pas là. Alors que parfois le ministre, il est là, il a juste besoin de rencontrer les gens. Ce sont des personnes qui sont au service des citoyens. Ce ne sont pas des dieux. Et donc, il faudrait que nous cessions de les rendre dieux, c'est-à-dire les collaborateurs qui les entourent, qu'ils cessent de les rendre des dieux. Parce qu'ils paraissent inaccessibles. On le voit régulièrement dans les ministères. Hein. Voilà. Quand vous arrivez et qu'on annonce le ministre du Transport, on commence à vous chasser. Le ministre arrive, on dit, mais si le ministre arrive et qu'on nous chasse tous, et pourtant on vient là pour bénéficier des services, il va donc travailler pour qui? Vous l'enfermez dans une sorte de bulle et puis finalement il n'est pas efficace. Le DCC. Ah bon, il est bon? Je ne dis pas qu'il est bon. Je ne suis pas là pour juger les gens qui sont bons, qui sont mauvais. Je vous dis ce que j'ai vu. Ah d'accord. Mais vous avez la chance de pouvoir les rencontrer. Le Camerounais lambda, c'est difficile. Non, parce que le Camerounais lambda se dit que c'est impossible. Et ils ont essayé, hein? Non. Ils se disent que c'est impossible. Ce n'est pas impossible. Quand vous voulez rencontrer des gens, quand vous avez un problème, vous-même soyez sérieux.
vous-même soyez sérieux. On fait comment pour être Non. sérieux? Écoutez, On va mettre un costume ou bien quoi? ce n'est On pas, vient avec un véhicule? pas une question d'habillement ou de véhicule. On fait comment pour être Non. sérieux? On C'est a un une- problème. regarde, On écoutez, va pas en tourisme là-bas. Non, c'est qu'est-ce que vous portez comme besoin. Il y a des gens qui Il faut vont d'abord venir qu'on vous écoute. avant ça. Oui, allez-y. Parce que même quand vous allez rencontrer, vous allez rédiger une audience, une demande d'audience. L'objet que vous mentionnez démontre déjà si vous êtes sérieux et si le ministre a un temps à vous accorder parce qu'il a des dossiers qui sont sérieux. Comprenez? Bien d'être pour un mariage. Comprenez, vous comprenez. Il faut qu'on se comprenne très bien. Nous devons nous D'accord. mettre sérieux quand on adresse des demandes. Ce sont des ministres. Ils sont là pour travailler pour la République. Et ils travaillent sur des dossiers parfois très complexes. Mais ils sont disposés et disponibles. Mais lorsqu'on aux écoute citoyens. les Camerounais, Monsieur le Président, on a eu l'impression pendant cette élection qu'il y a eu le rejet de plusieurs de ces ministres boudés dans plusieurs régions parce qu'ils seraient arrogants et ils seraient insolents et ainsi de suite. On a ressenti cela et quand on écoute les populations sur le score réalisé par le président Biya, on dit que c'est le résultat également des mauvais rapports que ces relais ont avec les populations. Ce n'est pas que les ministres, c'est également les élites. On ne va pas seulement se Oui. limiter aux ministres, il y a également les élites. Oui. Chaque Camerounais peut avoir son mot à dire sur qui que ce soit. Même sur vous-même, même sur moi-même. Les gens sont libres d'avoir leurs propos sur les gens. Cependant, les faits sont là. Je vous ai donné quelques exemples. Ce que j'ai voulu expliquer, c'est qu'on a quand même affaire à un certain nombre de personnalités qui ont à cœur de faire bien les choses. Mais il faut comprendre que même sont tenus par des pesanteurs. Aucun de ces ministres-là n'a un projet sérieux pour le développement du Cameroun. C'est-à-dire que vous prenez un ministère où vous pouvez mettre en place un programme d'innovation. Mais je vais vous dire qu'ils ont des conseillers techniques. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'expérience. Mais malheureusement, on a l'impression que les gens ont des grandes propositions. Ces conseillers techniques, y compris certains directeurs, sous-directeurs, chefs de service, ils ont des gens autour qui prouvent qu'ils font des bonnes propositions pour que notre Cameroun soit transformé. Mais il y a comme une chape, il y a comme quelque chose qui bloque, qui fait en sorte que rien n'avance. Et c'est quoi cette chose? Alors peut-être, à mon avis, ce serait d'avoir une autre approche du leadership. Ce serait peut-être de décentraliser un certain nombre de façons de gouverner. Ce serait peut-être de donner la chance à chaque ministre ou à chaque ministère d'avoir un projet qui est un projet innovant. C'est-à-dire que le prochain gouvernement, on dit à chaque ministre, proposez-moi un projet innovant dans votre secteur. Par exemple, ministre du Transport, si le grand chef, le président de la République dit, je veux qu'il y ait des tramways dans les villes de Douala et Yaoundé. Je veux qu'il y ait un aéroport international à Garoua. Je veux que nous transformions les aéroports de Simalène et de Douala, que ça devienne des vrais aéroports. Le ministre va rassembler ses équipes. Et il va demander aussi la contribution des gens de la diaspora qui en ont l'expertise. Et ils vont mettre en place. C'est à peu près cette approche-là. Qu'on donne la chance à chaque ministère de présenter une feuille de route innovante. Mais tel que ça marche aujourd'hui, d'ailleurs vous avez écouté Issa Chiroma Bakari qui vous dit que le ministre n'a presque pas de bilan à défendre parce que tout est décidé parce que c'est par le haut. administratif. Il y a quand même justement le fonctionnement actuel qui est problématique et donc pour innover avec vous, il va falloir peut-être un grand coup de balai. Il faut au-delà d'un coup de balai, il faut une nouvelle approche de gouvernance. Et je ne sais pas si le nouveau mandat de Monsieur le Président de la République, Paul Biya, va lui permettre d'impulser cela. Parce que, quoi qu'on dise, il n'a pas cette approche nouvelle-là. Il a besoin de gens autour de lui. Des gens qui ont cet esprit d'innovation. Des gens qui peuvent voir ce qui fonctionne dans d'autres pays à côté. On a d'autres pays où ça fonctionne très bien. Ils ont besoin de dire, nous allons faire ça dans notre pays pour les citoyens camerounais. Parce que si ce n'est pas impulsé de ce côté-là, les choses vont rester toujours administratives. On va être dans la même rhétorique. Les gens vont être toujours déçus, ils vont être mal à l'aise de tout ce qui se passe. Il faut apporter des choses innovantes dans ce pays, c'est tout. Tout est dans l'innovation. Le développement, c'est ancien. Ne parlons plus de développement. Aucun pays aujourd'hui sérieux n'est aligné sur les questions de développement. Tout le monde s'aligne sur les questions d'innovation. Donc, mettons que le président de la République mette en place justement une approche d'innovation.
qu'il demande à chacun de ses ministres de lui proposer une feuille de route d'innovation pour chaque ministère, pour que cela serve aux citoyens. On peut prendre plusieurs secteurs. On peut prendre la santé, on peut prendre les énergies. Il y a beaucoup de secteurs. Mais rendu à cette étape, après ce score de 53%, vous pensez que avec ce gouvernement-là, on peut aller à l'innovation, ou parmi les urgences, il faudrait qu'il... Ce gouvernement ne sait pas ce que c'est que l'innovation. Je vais être très clair. Vous savez que je vous ai dit, j'ai un franc-parler. L'innovation, c'est pas juste qu'on dit innovation, innover. Je veux dire, c'est tout un concept. Peut-être parce qu'on a logé ça seulement dans un ministère. Non, c'est pas, je ne sais pas s'il y a un ministère qui s'appelle innovation. Le ministère qui est dans les recherches scientifiques. Écoutez, ça c'est un ministère qui est, pour les Camerounais, c'est la plus grosse honte de toute l'histoire des ministères au Cameroun. Le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation, c'est la plus grosse honte. D'accord. Allons-y sur la forme globale de l'innovation. Oui. Vous dites que le gouvernement qui est là ne peut pas aller à l'innovation. Non. C'est radical, ça. Non, c'est pas radical, c'est un fait. Je vous ai dit, je parle des choses qui sont factuelles. C'est un fait. Bon, vous savez, on peut prendre des exemples. On peut prendre des exemples. Si on prend, disons, on va prendre quel ministère ou quel secteur. Choisissez. On va essayer de voir, on peut prendre un exemple précis pour aller voir comment est-ce que... L'énergie. L'énergie. Oui. Aujourd'hui, nous avons une grosse difficulté, on a en fait une grosse problématique en termes d'énergie électrique. Pourtant, il y a des solutions innovantes qui sont là depuis. On vous parle des énergies solaires. On vous parle même d'énergie qu'on peut produire à partir justement de certaines rivières que nous avons ou fleuves que nous avons dans l'ensemble des départements. On est quand même encore sur cette étape-là. Pourquoi, la production à partir des barrages hydroélectriques. Pourquoi donc le ministère de l'énergie n'arrive pas à mettre en place justement une politique qui permet à chaque région d'avoir son autonomie en termes d'énergie? C'est-à-dire que si je suis au nord, je vais miser sur l'énergie solaire, par exemple, parce qu'il y a plus suffisamment de soleil. Comprenez, dans d'autres. Parce que on est dans un... Je ne maîtrise pas et je ne connais pas comment est structuré le ministère de l'énergie, mais je vois, comme tout observateur, il y a une direction des énergies renouvelables là-bas. Oui, il y a beaucoup de concepts, il y a beaucoup de branches comme ça. Mais pourquoi est-ce que, concrètement, on ne prend pas un programme précis qui va justement être un programme pour le Nord, qui permettra d'autonomiser l'énergie du Nord pour diffuser simplement, ou bien distribuer cette énergie au Nord? Parce qu'on ne pense pas comme ça. Parce qu'on pense qu'on a une alliance avec Eneo et qu'Eneo doit produire entre guillemets l'électricité et que c'est une alliance où on a un contrat où il y a à peu près ce qu'on appelle des pots de vin et tout ça. Je ne dis pas que je ne dis pas que le ministre découvre ça. Ça existe depuis. Quand on n'a pas une approche où on veut moderniser son pays, on n'a plus les idées. Si à un moment de votre vie, vous dites que vous avez tout ce que vous avez, vous vous contentez de ça, vous n'aurez pas des idées nouvelles qui vont venir. À partir du moment où vous contentez ce que vous avez, rien de nouveau ne vient plus dans votre esprit. Vous ne pensez plus. C'est pour ça que je dis que ça va rester en stand-by. Parce qu'on se contente de ce qui est là. Un statu quo. D'accord, on comprend cela. On vient de franchir la première demi-heure de notre entretien. On va rapidement visiter ce que les téléspectateurs disent. Bonsoir Jean-Jacques Zé. Je voudrais poser la question à ce monsieur le Président. Cette marche qui pille, brûle et casse, est-elle encore une marche qui revendique la victoire? Je pense que l'opposition s'était préparée pour le pire afin de prendre le pouvoir, quelle que soit la façon. C'est déplorable pour le Cameroun. Moi, j'ai pas d'emploi, mais le Cameroun d'abord. Alain Ngoisé à Yaoundé. La question, c'est la première partie. Est-ce que c'est encore pour revendiquer une victoire lorsque les marcheurs pillent, brûlent et cassent? Alors, au-delà de la revendication d'une victoire, c'est un cri. C'est pas seulement la revendication d'une victoire. Et je ne pense pas que ce soit la revendication d'une victoire. Les Camerounais crient sur 7 prochaines années de misère. C'est de ça qu'il s'agit. Les gens ont une colère. Je vous ai dit, il y a des marcheurs, mais il y a ceux qui sont restés chez eux. Ceux qui sont restés chez eux sont plus choqués que ceux qui ont marché. Ça, je vous le dis, c'est un franc-parler que nos gouvernants, que
le nouveau président de la République qui va prêter serment, qui est le président sortant, comprenne de quoi il s'agit. Que ceux qui l'entourent, ceux qui sont ses grands conseillers, comprennent que ceux qui sont plus dangereux ne sont pas ceux qui ont marché cassé récemment. C'est ceux qui sont restés chez eux et qui continuent d'espérer que ce gouvernement va un jour écouter les misères qu'ils vivent, les difficultés qu'ils traversent. Ceux-là sont plus dangereux. Et dans la lettre que nous avons envoyée, et nous avons d'ailleurs envoyé une lettre en recommandé au président de la République, la NFP, nous avons dit clairement, si le président de la République continue de faire la sourde oreille, de garder le silence, alors que son peuple qu'il a tant aimé, peuple qu'il aime d'ailleurs toujours, moi-même qui vous parle, j'aime bien Paul Biya, ce n'est pas quelqu'un que je déteste. Je vous dirai, les gens vont le détester parce que ça va mal pour tout le monde. Mais en tant qu'un homme, je ne peux pas détester un homme. Vous comprenez? Je l'aime bien. Mais je dois également lui dire, en tant qu'un citoyen camerounais, que monsieur, s'il vous plaît, ce qu'on vous demande n'est pas compliqué. Ce que les Camerounais vous demandent, ceux qui sont sortis et ceux qui sont restés chez eux. Car ceux qui sont restés chez eux, ce qu'ils ruminent dans leur cœur est plus dangereux que ceux qui sont allés voler les bouteilles à gaz, les sacs de riz et qui ont cassé pour prendre des poissons. D'accord. Ceux-là sont encore plus dangereux. Et c'est pas qu'ils ont peur. Je sais, les Camerounais sont poltrons aussi. Il faut qu'on le dise. Mais il viendra un moment, et si le gouvernement ne comprend pas, si monsieur le président de la République ne comprend pas qu'il a besoin de changer radicalement, c'est son dernier mandat. Et la première mesure serait laquelle, si vous aviez un conseil à donner au président? La première mesure serait la première mesure, après sa prestation de la serment. première mesure qui va redonner un zeste de confiance, capitale confiance des citoyens vis-à-vis de M. Paul Biya et de ce mandat, c'est de changer son gouvernement. Si son gouvernement qui est là depuis 2019, il n'a pas c'est de bougé. changer son gouvernement. S'il commence par ces mesures, s'il intègre dans son gouvernement des nouvelles figures, des gens même qu'on ne connaît pas. Parce que, vous voyez, on a l'impression tout le temps ici de vouloir mettre les gens qu'on nous voit souvent. Des gens qu'on a toujours, avec qui on a toujours été. Ça tourne entre eux. Ça tourne toujours entre nous. C'est pas bon. Les gens, s'il le fait, je vous assure, les Camerounais vont dire, donnons-lui encore allez-y, allez-y encore. Allez-y. S'il le fait, il injecte de nouveaux visages. Vous savez, être ministre de la République, ça ne veut pas dire d'avoir une expérience extraordinaire. Parce que, à la fin, vous avez juste besoin d'avoir une idée innovante. Vous devez être quelqu'un qui voit loin, qui porte des choses, qui est capable de bâtir une société. Et quand on dit bâtir une société, c'est d'abord même votre quartier. C'est votre maison, c'est votre quartier. Vous avez des élites qui sont dans les quartiers, mais le quartier n'est pas bâti. Comment se fait que dans un quartier où il y a une élite, vous avez une très grande maison qui fait des choses qu'on ne voit pas dans d'autres pays. On voit ça dans notre pays. Et donc, vous avez dans ce quartier-là, il manque de lumière pour pouvoir faire briller des personnes, des piétons, et qui vont se faire agresser. Il manque de carnivaux pour pouvoir évacuer les eaux quand il pleut. Il pense à ça stagne. Le ministre de la Santé est obligé justement de dépêcher des gens pour commencer à vacciner les enfants parce qu'ils sont atteints de maladies. C'est des dépenses de santé publique. Alors qu'en fait, un ministre ou une élite est capable justement de régler ce problème dans son quartier. Parce qu'il a la chance d'être au-dessus des autres. Bonsoir Jean-Jacques, votre invité sur le plateau fait de très bonnes analyses. Ma seule zone d'ombre, c'est comment expliquer que la foule qui suit un meeting de Tiroma sans cas national d'identité ni cas d'électeur peut influencer le choix des citoyens qui sont en règle. Par quel mécanisme cela peut-il être possible? Moi, je pense plutôt que c'est l'inverse qui est possible. Émile Elanga à Douala, qui a posé la question et qui a répondu à sa propre question. Bonsoir le panel. Ce monsieur qui prétend dire être pour la nouvelle gouvernance du Cameroun, mais que tout de suite dit qu'il faut gouverner les Camerounais avec la main ferme et le radicalisme sans dialogue démontre qu'il n'est pas encore à la page de la modernisation et la démocratie. Sans l'adhésion du peuple, la gouvernance ne sera pas possible. Youssouf de Garoua, sur cette question-là, peut-être qu'il vous a mal compris. Alors, il faudrait qu'il a mal compris, effectivement. Il faut avoir une gouvernance ferme. Vous savez, quand vous allez dans une administration publique au Cameroun, la première chose qui vous frappe, c'est que les gens qui vont vous accueillir vont mal vous accueillir. Si vous voulez déposer un document ou un dossier, les personnes vont vous regarder en se demandant qu'est-ce que tu nous donnes.
avant que je puisse te donner une information. Service public. On parle de service public. Ce malaise et ce mal-être, cette sensation que vous devez pouvoir parler d'une certaine manière à un agent public qui doit vous rendre un service. Il faut une mesure ferme pour que cela, plus jamais dans notre pays, ne se fasse. Et ce n'est pas seulement dans le service public, même dans le service privé. Si vous n'avez pas une mesure ferme, les gens ne vont pas se discipliner. Il s'agit ici là de la discipline et non de radicalisme. C'est pas que vous êtes antidémocratique. Non, c'est la discipline. Sans discipline, vous savez, je regarde toujours, je dis souvent à certaines personnes, quand vous allez dans certains pays, que ce soit européens, que ce soit américains, même asiatiques, qui sont présentés comme des modèles démocratiques. Modèles démocratiques, j'en sais rien. Mais moi, je parle beaucoup plus au niveau de la discipline. On ne vous demande pas d'être discipliné. Vous vous autodisciplinez vous-même. Vous ne traversez pas la route n'importe comment. Vous ne saluez pas les gens en route n'importe comment. Vous n'arrivez pas dans un supermarché, vous mettez à discuter le prix de quelque chose. Parce qu'ils ont mis un système d'autodiscipline. Quelque chose, un système qui vous discipline, qui vous force à vous mettre à la page, à être droit. C'est ce qu'il nous faut dans notre pays pour débuter. Il faut mettre un système de discipline qui contraint les gens à agir de manière bien, qui contraint les gens à agir de manière pragmatique. C'est clair. C'est clair maintenant. Bonsoir Jean-Jacques Zé, salutations à votre invité. Je pense de tout cœur que la nouvelle classe politique a besoin de ce type d'intelligence, faire une synthèse dans la construction du pays, innover en travaillant avec toutes les parties pour le bien de la nation. Très bonne analyse de votre invité, Brice depuis Douala. Bonsoir, monsieur le président est vraiment formidable. Très bonne analyse. Diane, qui est séduite du côté de Berthois, elle n'a pas posé de questions, elle apprécie vos propos. Alors, c'est le haut niveau de la corruption. Voilà l'organisation, je ne sais pas trop, innovation, très grosse honte, d'accord avec lui. Voilà, c'est un peu en pièces détachées. On n'a pas pu faire le lien entre ce que vous dites pour comprendre le sens exact. Bonsoir, monsieur. Belle émission. Il explique bien le Cameroun en vrai. Aimé Kana, qui envoie ce message-là. Bonsoir. Ma question au docteur est la suivante. La jeunesse est-elle réellement le fer de lance de cette nation camerounaise au regard de ce qui se passe sur le triangle national actuellement? Il va répondre tout à l'heure sur la notion de fer de lance de la nation. Bonsoir, monsieur Jean-Jacques Zé. Bonsoir également à votre invité. Je vous écris depuis Berthois. Pourriez-vous dire au docteur que je souhaiterais vivement avoir son contact, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il a noté, il nous dira tout à l'heure après l'émission. Bonsoir, votre invité doit être moins condescendant vis-à-vis des Camerounais. Depuis quand on rencontre un ministre au Cameroun, même les membres de sa famille souffrent pour le rencontrer. Molu de Yaoundé, est-ce que c'est donc la condescendance de dire qu'il est possible de rencontrer un membre du gouvernement? Il y a Nous avons mystifié voilà. Les ministres dans notre pays. Au-delà, les ministres, les députés, les directeurs généraux. J'observe quelque chose qui est de l'ordre de la mystification. Moi, je vous dis, chers citoyens camerounais, prenez-vous au sérieux. Si vous vous prenez au sérieux, les portes d'Etoudi n'appartiennent à personne. Monsieur Paul Biya est simplement locataire. Les ministres sont également des locataires de la voix du peuple. Le Cameroun appartient à tout le monde. Mais prenez-vous au minimum au sérieux. Il y a des possibilités. On ne rencontre pas un ministre parce qu'on veut rencontrer un ministre pour faire une photo. Il y a des sujets pour lesquels il faut automatiquement rencontrer un ministre. Et si vous voulez le faire, la voie elle est simple. Vous allez dans le cabinet, en tout cas dans le ministère, et vous allez dans le cabinet de ce ministre-là. Je vous ai dit, le problème que vous allez avoir... Le monde est merveilleux. Non, je vous dis qu'il y a une réalité. Les réalités sont toutes la réalité, c'est celle-ci. Je veux juste terminer. Nous tous on en souffre. Même en tant que journaliste, pour rencontrer un ministre, pour les questions moi-même qui vous parle, c'est compliqué. Je ne veux pas vous dire que c'était comme de l'eau à boire. Oui. Je vous donne quelques stratégies. Je dis c'est tout à fait normal. Chaque citoyen doit pouvoir rencontrer son député, le maire, il y en a qui ont disparu. Le maire, des sénateurs, des ministres, et même le président de la République. Idéal. C'est normal.
Mais je dis ceci, quand vous allez vous diriger vers un gouvernement, vers un ministère, les premières personnes qui vont vous décourager, qui vont vous empêcher de réaliser votre objectif, c'est ceux qui entourent le ministre. Ils sont au couloir, là. C'est ceux qui sont à l'accueil, parfois même c'est celui qui est sans, je vais pas dire je vais dire le membre de la sécurité. C'est eux qui vont vous empêcher. Mais vous devez les regarder dans les yeux, comme les Ivoiriens disent yeux dans yeux. Vous le dites simplement, s'il vous plaît, vous n'êtes pas la personne que je suis ici pour rencontrer. J'ai un programme, on vous demande parfois vous avez un rendez-vous. Je n'ai pas de rendez-vous, c'est donc l'occasion justement de prendre mon rendez-vous. J'ai un problème précis. Il n'y a que le ministre qui doit le solutionner. S'il vous plaît, vous devez me faire rencontrer le ministre. Si des personnes ont des difficultés, c'est très simple. Vous savez ce qu'il faut faire? Il faut dénoncer. Parfois, dans certains ministères, j'ai dit, si vous faites ça, vous recommencez ça, je vais vous dénoncer. Même dans certaines brigades de police, c'est pratiquement la même chose. Alors là, c'est plus grave, parce que c'est l'intimidation pure et simple. Mais ça, vous devez dire aux gens, vous faites votre travail. Faites votre travail. Faites-le bien. Si vous le faites mal, je vais vous dénoncer. Nous, par exemple, on vous dit clairement qu'on va mettre en place un système de dénonciation. On a très envie de faire un peu le tour de quelques ministères avec vous, Monsieur le Président. Je vais être avec Aise. On peut faire le tour, hein. On prend une demi-journée pour essayer de rencontrer les membres du gouvernement. On verra si on va même prendre l'ascenseur. Parce que je vous raconte une anecdote. Je raconte une anecdote. Très rapidement. La dernière, c'était, je devais rencontrer, pas pour mes intérêts. C'est un citoyen camerounais que je connais à peine, qui m'a présenté un problème. Il m'a dit, voilà, j'ai un programme qui est très intéressant, et j'ai trouvé son programme socialement très intéressant. Il veut aider justement les agences, il veut primer des agences de voyage. Il voudrait que ces agences, effectivement, soient reconnues comme telles par les citoyens qui sont meilleurs, qui ne sont pas meilleurs, parce qu'ils veulent changer leurs pratiques. Et il a introduit un dossier depuis au ministère de Transport qui est resté sans suite, alors que le ministre avait justement demandé de faire le nécessaire. Il fallait qu'il rencontre le ministre. Il me dit, c'est impossible pour lui, c'est difficile parce qu'il n'y a que le ministre qui doit rencontrer. Je lui ai dit, écoute, tu sais, allons-y tout de suite, on va aller rencontrer le ministre. Il m'a dit, comment tu vas faire pour rencontrer? Je vais le rencontrer. Mais quand je suis arrivé, justement, son protocole m'a dit clairement qu'il était en réunion, qu'il ne peut pas me recevoir. Je suis parti. J'ai dit, donnez-moi une heure. Il va être disponible à quelle heure? Ils m'ont donné l'heure. J'ai dit, je reviens. Je suis revenu. Ils m'ont dit, non, il ne peut pas et tout ça. Il est très occupé actuellement. Il est avec une chancellerie. Et oui, effectivement, il est avec une chancellerie. La chancellerie norvégienne. Quand il est descendu, j'étais assis. Quand il remontait, je dis, monsieur le ministre, c'est un monsieur comme vous et comme moi. Il a sans doute une prééminence par rapport à moi, mais il est un citoyen comme moi. D'accord, d'accord. C'est simple. Sur la question de la jeunesse, fer de lance de la nation, est-ce que cette jeunesse au Cameroun aujourd'hui peut encore être considérée comme fer de lance de la nation ou alors qu'est-ce que vous proposez pour qu'elle soit effectivement ce fer de lance de la nation? Est-ce que les jeunes eux-mêmes se considèrent comme un fer et un fer qui peut lui-même se lancer? Est-ce que les Camerounais, les jeunes Camerounais... Le fer ne se lance pas seul. Non. Je comprends. Il n'a pas de conscience. Il n'a pas dans l'expression. Oui. Il n'a pas de conscience pour se lancer. Mais est-ce que les jeunes eux-mêmes se prennent au sérieux dans ce pays? Je vous dis les catégories de jeunes que nous avons. Nous avons des jeunes qui veulent imiter absolument ce que nos aînés ont fait. C'est-à-dire le grand protocolisme. J'en ai rencontré dans certains ministères. Pour peu, vous écrivez, ils ne vous ont jamais répondu. Alors que le ministre vous dit, faites le nécessaire. J'en ai rencontré partout. Donc on a cette catégorie de jeunes qui va répliquer les mêmes bêtises que les citoyens disent à un certain moment, s'il vous plaît, on n'en a plus besoin de ça. Il y a certains jeunes qui sont une réplique exacte d'un certain nombre d'aînés négatifs que les populations décrivent. Ces jeunes-là, ils seront plus dangereux s'ils accèdent au pouvoir en l'état que nos aînés qu'on a souvent fustigés. Parce que dans nos aînés, il y a certains qu'on peut fustiger, il y en a aussi sans doute clairement qu'il faut aduler. Il y a une deuxième catégorie. Il y a une deuxième catégorie de jeunes. C'est des jeunes qui pensent que il faut absolument entrer à la fonction publique pour pouvoir s'en sortir, avoir sa petite vie comme on dit. Alors qu'aujourd'hui, chacun peut se battre à entreprendre. Cette catégorie de jeunes-là est une jeunesse qui cherche la voie de la paresse. Et elle va tout le temps être en train de faire des concours. Quand elle ne réussira pas ces concours, elle sera frustrée. Elle va être en permanence au quartier. C'est elle qui va faire des grands commentaires. C'est elle qui va attaquer.
qu'il y a la corruption. Ça fait 10 ans que je fais le concours de c'est pas ceci. Mais pourquoi vous choisissez seulement ça? Vous avez une intelligence fulgurante. Vous êtes capable de faire plusieurs choses. Pourquoi vous vous limitez à une seule chose? Vous savez, vous n'avez pas donné mon profil. J'étais à une radio récemment, Dash Radio pour ne pas citer. Et quand monsieur le journaliste déclinait mon profil, les gens se demandaient, mais vous êtes vraiment un jeune? Comment vous avez fait pour faire tout ça? Alors vous êtes là. Je dis parce que j'ai compris que nous sommes capables de faire beaucoup trop de choses. Vous avez une autre catégorie de jeunes qui se versent dans le sport. Les grands commentaires, c'est des commentaires sportifs. C'est les salaires de Eto'o. C'est les salaires, ce sont ce type de discours qui n'ont aucun sens. Oui. Ces jeunes-là n'aident pas la patrie, n'aident pas la nation. Il faut qu'on se le dise. Ils n'aident pas beaucoup. Voilà des catégories de jeunes qui n'aident pas notre nation. Ce n'est pas cette jeunesse-là avec laquelle nous voulons nous identifier. Par contre, on veut leur envoyer... La nouvelle force politique propose la nouvelle force de politique propose des gens qui se considèrent dans l'âge. Jeunesse, je n'en veux pas. Qui se considèrent être dans l'âge. Ce sont des personnes qui estiment qu'elles ont atteint un niveau de maturité pour apporter quelque chose de différent, radicalement différent. Ce sont aussi la nouvelle génération des personnes qui se disent « Je ne suis pas quelqu'un qui veut mendier ou qui mendie. Je suis et j'ai accompli mon ego. » Quand on vous dit que vous avez accompli votre ego, ou quand si quelqu'un vous dit « j'ai accompli mon ego », c'est quelqu'un qui n'a pas faim. Ce n'est pas une façon d'être arrogante. C'est quelqu'un qui vous dit « je peux me contenter de ce que je gagne et je sais comment gagner ». Quand vous n'avez pas accompli votre ego, vous êtes comme certains politiciens d'une certaine opposition. Parce que vous êtes encore bluffé par un certain nombre de choses. Quand vous avez accompli votre ego, c'est-à-dire que vous avez eu les minima qu'une vie normale peut réserver à un être humain, la seule chose qui vous reste, c'est servir les citoyens. C'est cette nouvelle génération. Sauf que cette jeunesse se plaint d'être face à une barrière, celle des moyens. Les idées ne manquent pas, mais les moyens pour les matérialiser, il n'y en a pas. C'est pour ça qu'il faut mettre en place, on vous dit les moyens, mais il n'y a aucune banque qui prête de l'argent à aucun jeune. Pas du tout. Ouais. Moi-même, il n'y a aucune banque qui m'a prêté 5 francs pour un projet. Il n'y en a aucune ici au Cameroun. Vous savez, nous, au niveau de l'ANG et de ce qu'on a comme projet politique dans ce pays, nous avons un concept majeur. Et j'aurai l'occasion, d'ici 7 ans, parce qu'on sera candidat à l'élection présidentielle dans ce pays. Je le dis toujours, je vais gouverner ce pays. Je n'ai pas dit que gouverner veut dire que je vais être le chef. Forcément le chef, oui. Je vais gouverner ce pays. Je pourrais gouverner dans l'Assemblée. Je pourrais gouverner dans le gouvernement. Je pourrais gouverner dans même simplement les villes. Gouverner veut simplement dire servir. Il viendra un moment où vous allez voir, et c'est en train de se mettre en place, c'est une nouvelle génération qui est capable et qui a les outils, qui a l'expérience, qui a l'expertise, qui a assouvi son ego. Mais qui n'a pas les moyens. Mais pour certains, oui. Pour d'autres qui ont quelque chose, d'autres qui en ont un peu moins, ainsi de suite. Il faut mettre en place ce que j'appelle la taxe de souveraineté nationale. Avec cette taxe-là, que j'aurai l'occasion, s'il m'est donné, d'expliquer comment ça peut fonctionner, nous augmentons tout de suite le budget de l'État du Cameroun et nous sommes capables de résoudre un certain nombre de problèmes clés. On n'a même pas besoin de chasser les Français et leurs produits qui sont frelatés. On n'a pas besoin de les chasser. Avec cette taxe-là, on est capable de financer à partir de fonds. Donc on a des banques, on va déposer des fonds de garantie pour permettre justement à des producteurs justement d'avoir des crédits et d'avoir des taux très très réduits en termes d'intérêt et de faire la production. Si on produit à masse, on est d'accord. On n'a plus besoin d'importer. On est d'accord. Aujourd'hui, nous sommes au mois d'octobre, pratiquement novembre. Tout ce que vous dites est merveilleux. Vous allez gouverner ce pays peut-être dans 7 ans. Mais là,
il y a une urgence. Comme on dit au quartier, là, le jeune fait comment? Là, qu'est-ce que vous dites là? Le jeune fait comment? Il fait comment là maintenant? Il n'a pas les moyens. Il a grévé, il a marché, il a volé le poisson. Oui. Il dit qu'il n'a pas de moyens pour mettre en place une structure, quelque chose. Oui. Il fait comment? Vous savez, je serai candidat aux élections législatives et municipales dans ce pays. Quand je vous dis 7 ans, c'est noté. Nous, on va prendre le temps de préparer. On n'est pas pressé. On commence tout de suite. J'ai dit à plusieurs citoyens qui font partie de la catégorie que vous indiquez jeunesse, que dites-moi quel est votre problème. Ensemble, nous trouvons la solution. Je ne fais pas la magie, mais parce que chacun de ces citoyens-là a la capacité de solutionner lui-même d'abord son problème. Il a parfois besoin, pas forcément de l'argent, il a besoin parfois d'avoir quelqu'un qui sait lui donner une voix. Et il a surtout besoin d'un réseau. Malheureusement, nos réseaux aussi là sont très compliqués. Vous avez des réseaux de tontines où ça finit par devenir la vente des êtres, des gens, la vente des âmes ou de femmes là et consorts, comme on dit souvent. Vous avez beaucoup de tontines. Je ne fais partie d'aucune tontine. Mais par contre, c'est un réseau qu'on aurait pu moderniser qui pourrait beaucoup servir à certains jeunes. Parce que là, il y a ce qu'on appelle la confiance. C'est basé sur le principe de la confiance. Il y a des réseaux d'affaires qui sont généralement les réseaux de chambres de commerce, de patronat, d'associations et tout ça, qui sont également des lieux, effectivement, où les gens vont découvrir, apprendre de nouvelles choses et rencontrer surtout des gens qui, juste par un conseil, par une orientation, par une idée, ces gens-là sont capables de transformer, de changer leur vie. Des gens ont des outils. Il y a beaucoup de jeunes qui ont des talents, mais ils ne savent même pas qu'ils sont capables justement de monétiser ces talents-là. Il y en a beaucoup, mais il faut leur expliquer, il faut leur montrer comment. Nous allons lancer une académie politique à l'ANG pour aider ceux qu'on pourra. Je suis prêt à le faire, même si c'est 1 million de jeunes. Je suis là pour servir. Je suis dépouillé. Je ne veux rien pour moi. Je veux servir. Je suis prêt à le faire. Je suis prêt, grâce à mon réseau, à faire venir des experts dans des catégories de jeunes, dans les secteurs où ils sont. Textile, chaudronnerie, tout ce qui est fabrication métallique ou bien mécanique aussi. Ceux qui sont dans les services, ceux qui sont dans les secteurs comme la santé, l'agriculture. Je suis prêt, au travers d'un programme, à faire venir des gens qui vont vous donner des formations d'innovation, des clés, pour vous permettre justement de faire des choses différemment. Peut-être, parfois, sans beaucoup de moyens. Parce que parfois, on veut beaucoup d'argent, alors que le projet ne vaut parfois que 500 000. Et que si vous commencez à travailler bien, ça va vous produire le même, un bénéfice de 500 000 juste l'année qui suit. Donc, on va prendre une petite respiration tout à l'heure pour accueillir Nadège Yougen, qui a pris quelques questions, observations sur différents réseaux et viendra relayer ces questions tout à l'heure. On lit 1 ou 2 messages. Bonsoir Jean-Jacques, je trouve votre invité convaincant et bien préparé. Besoin de son contact pour échanger et voir son projet. Merci, c'est Monsieur Mpek qui envoie ce message. Alors, ce message qui vient d'un aîné, Armand Claude Abanda, le représentant résident IAI Cameroun. Bravo Jean-Jacques, bravo pour cette belle émission pédagogique. Il nous suit. Merci beaucoup sur le représentant résident IAI. Là, vous parlez d'innovation, je sais qu'il est séduit lorsqu'on tient ce genre de discours. Je suis très appréciatif de mon aîné et mon homonyme, je l'appelle souvent Homo. Vous savez, je n'ai pas une grande relation avec M. Armand Claude Abanda, mais je n'ai pas été hésitant. À la seconde où on a échangé, je vous ai dit, les rencontres sont importantes pour les gens qui veulent. On s'est rencontrés dans un événement, je pense que c'était un événement organisé par les CVUC, de mon aîné également, M. Tamba, Augustin Tamba. On a échangé de cartes, et tout de suite j'ai vu l'opportunité, on s'est écrit, lui il a vu l'opportunité, et je n'ai pas hésité à apporter mon soutien, avec mon réseau. Je n'ai pas demandé, non, ça n'a pas besoin d'argent pour ça. D'accord. Et je suis très, très heureux, effectivement, qu'il envoie ce Bonsoir, message. On dirait que votre invité a lu Penda et Coca. Vous n'avez pas signé votre message, mais on comprend le sens. Bonsoir. J'apprécie beaucoup la prise d'opposition et surtout la vision de votre invité. J'aimerais avoir le contact de votre question, d'échanger avec lui. C'est Armand, un autre homonyme depuis Yaoundé, qui a besoin de votre contact aussi. On va se battre à la fin de l'émission. Bonsoir. Mon Bombo, ça veut dire que c'est un autre Armand qui arrive. Mon meilleur journaliste. Ah là, c'est moi. Bonjour à votre invité. Mon autre homonyme, je suis
tellement d'accord avec lui. Je voudrais aussi voir son numéro. Ça va être compliqué cette affaire. Peut-être qu'on va finir par afficher votre numéro avec un contact pour vous. Bonsoir Monsieur Zé. On vient de donner les résultats de l'élection présidentielle. Où était ce monsieur depuis pour poser sa candidature? Voilà, vous étiez où pour ne pas poser votre candidature? On va en parler tout à l'heure, parce que la NFP voit le jour le 12 septembre. C'est ça. Un mois avant l'élection présidentielle. Vous demande où est-ce que vous étiez avec toutes ces belles idées. J'aimerais avoir le numéro de votre invité, c'est William depuis Yaoundé. Alors, parfait Zambo, qu'est-ce qu'on va faire avec toutes ces sollicitations-là? Sinon, bonsoir le panel. Ce qui nous arrive aujourd'hui est le fruit du mauvais casting gouvernemental et doit être entouré des gens qui ont l'art de pratiquer une politique qui ne verse pas dans le mépris et menace au quotidien. Je me dis que pour éduquer, il faut adopter une posture de dirigeant responsable. Ce qui s'est passé à Douala est également une démonstration de la misère que vit la plupart des citoyens, que vivent les citoyens. Un homme qui a faim est plus dangereux qu'un terroriste. Monsieur Ekwala de Yaoundé qui envoie ce message. Alors, prend une respiration, le temps d'installer Nadej Jouken.